On va finir effectivement cette matinée avec Marc-Gilles Peter qui va nous parler des politiques d'accessibilité au sein de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. Je suis rentré à la communauté urbaine de Strasbourg en 1987 et j'ai eu la chance d'être nommé ingénieur des aménagements de surface dans le cadre du tramway de Strasbourg en 1992. Alors, concernant les présentations, dans la salle, j'ai noté qu'il y avait au moins 2 personnes aveugles, donc je me permettrai de commenter aussi les photos que je vais vous présenter. L'élément déclencheur, je dirais, sur l'accessibilité sur Strasbourg, c'était effectivement la construction de cette première ligne de tramway en 92. 92, au niveau réglementation française, il n'y avait pas grand-chose en texte, j'allais dire, il n'y avait rien du tout. Donc à partir de là, au niveau de l'accessibilité, comment on va travailler, quand on va faire une ligne tramway, on se retrouve chez les manches. Voilà. Et on va construire des solutions pour les personnes handicapées en se disant, le jour où la réglementation nous rattrapera, on mettra les aménagements futurs aux normes selon la nouvelle réglementation, ou peut-être que nos aménagements serviront d'inspiration pour les réglementations qui suivront. Alors, pour petit exemple, le premier texte de référence qui est sorti sur le handicap, c'est le 15 janvier 2007. Voilà, juste pour vous dire 15 ans après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on y va et on fera peut-être quelque chose d'imparfait, mais il vaut mieux quelque chose d'imparfait que rien du tout. C'était un petit peu notre credo. Mais pour pouvoir avancer et proposer des solutions, il faut que les planètes s'alignent, j'allais dire, que le monde politique, les associations, les fabricants, les aménageurs soient un petit peu sur la même phase et construisent ensemble leurs solutions. Alors, pourquoi j'inclus les fabricants ? Parce que quand on développe un petit peu une solution, il y a un impact économique, il y a des moules à construire, et c'est un petit peu à la charge du fabricant qui prend un petit peu un pari là-dessus. Voilà, et avec cette réflexion que je mets au niveau du PowerPoint, cet accès à tout, pour tous, mais avec une limitation sur l'espace public qu'on avait à l'époque, on pouvait un petit peu s'imaginer les handicaps, on va dire fauteuil roulant, comme M. Jean Doux le disait. C'est assez visuel. La partie aveugle, on se doute un petit peu des besoins, mais sur d'autres types de handicaps psychiques, les autistes ou autres, aujourd'hui, on n'y est toujours pas. L'accessibilité du tramway, c'est facile à dire. Strasbourg, première ville française à adopter le tramway à plancher bas intégral, donc un travail de construction du matériel roulant. Ceci étant dit, c'est facile, on a un matériel roulant, on a un quai qu'on essaye de mettre à peu près au niveau du plancher. Et comme je dis souvent, si on n'arrive pas au tramway, c'est pas la peine de faire un tramway accessible si toute la partie voirie ne permet pas d'accéder à ce tramway. Et avec un travail supplémentaire sur les arrêts bus. Je présente une photo donc, pour les personnes aveugles. L'accostage au niveau des arrêts bus, c'était pas tout à fait la priorité des chauffeurs des bus, puisqu'on leur interdisait de s'approcher trop des bordures, de peur d'abîmer les pneus. Ce qui fait qu'il était assez fréquent de voir des bus s'arrêter à plus d'1 mètre de la bordure. Les bus n'étaient pas à plancher comme vous les pratiquez actuellement, il y avait des marches pour monter. Donc le premier effort pour accéder au bus, c'était de descendre une bordure et ensuite d'essayer de monter de 40 ou 50 cm la première marche du bus et ensuite accéder au bus. Ensuite, là-dessus, on a un petit peu travaillé. J'ai participé à l'élaboration de différents types de bordures et puis des fois, il faut aller voir à l'étranger ce qui se fait aussi bien. Et on a amené en 96, donc première ville française, la bordure style profil
que vous voyez actuellement sur tous les arrêts-bus qui sont aménagés. L'idée de cette bordure, c'est que le pneu du bus puisse frotter ou s'appuyer sur la bordure pour être le plus proche possible du quai. Alors, on ne va pas inventer effectivement tout seul des solutions. C'est vraiment avec le travail avec les associations où on a pu progresser, mais aussi, il ne faut pas oublier que sur Strasbourg, c'est une grande ville. On a des moyens. Lorsqu'on fait un tramway, on a, j'allais dire, un terrain de jeu, mais plutôt des surfaces d'expérimentation immenses, ce qui nous permet de développer des solutions, mais développer des solutions, il faut aussi que ce soit des solutions qui conviennent. Et comme le disait aussi M. Jondot, je reviens un petit peu sur ses propos, c'est que quand on met quelque chose en place, ça dure 20, 25 ans, il ne faut pas se louper non plus. Donc on a développé des solutions. Alors je montre des photos pour les personnes aveugles où on a fait des expérimentations de marquage au niveau de notre dépôt. Le marquage zone 30 que vous voyez un petit peu, et on l'a fait agréer par les chiens des aveugles qui nous ont mis la patte sur un formulaire. Je plaisante. Mais voilà. Ou les pavés d'interception au niveau des passages piétons, développés à partir de 2000, mis en place sur Strasbourg, et qui a fait l'objet d'une norme à partir de 2014. Donc je vous dis, des fois, on peut être source d'inspiration. Mais aussi développement de solutions simples. Alors sur la photo, on voit une personne aveugle que je tiens au bras et on se dirige sur un chemin piéton cycliste. Il y a un arbre qui a été conservé dans le cheminement, ce qui fait que si on n'est pas attentif, on peut se cogner avec la tête sur une des branches qui dépasse de l'arbre. Alors, des solutions très simples, c'est marquer le contournement de l'arbre avec un pavé, avec un léger ressaut. C'est tout bête. Et ce que j'avais demandé un petit peu aux espaces verts aussi, c'est peut-être mettre une bande blanche sur la branche qui dépassait. Aujourd'hui, le problème est résolu, ils ont abattu l'arbre. Mais on est 20 ans après. Voilà. Peut-être que quelqu'un s'est cogné trop durement à la branche. Alors, des trucs très simples, ou plus compliqués, mais aussi faire passer un petit peu le message. Une fois qu'on a développé un petit peu des nombreuses solutions, c'est les actions de formation sur les collègues qui vont être pilotes d'opération au niveau de l'aménagement public. Donc j'assure 2 types de formation, sensibilisation on va dire, donc au monde aveugle et en fauteuil roulant. Je forme d'ailleurs, et Madame Chadli est passée par là, des politiques. Ce qui est important, impliquer un petit peu les politiques. Alors, je montre que voilà, l'année dernière, 45 personnes formées en sensibilisation aveugle et 40 personnes en fauteuil roulant. C'est des formations que je fais avec Rolf Hensminger qui était en haut tout à l'heure, qui a dû s'absenter. Et ça ne suffit pas. Pour faire passer le message, il faut établir des documents de référence à l'attention de tous les concepteurs sur l'espace public. Donc on a créé en 2010-2011 une charte d'aménagement de l'espace public. Et là-dedans, on y a inséré un volet spécial sur le handicap dans lequel on retrouve toutes les solutions en faveur des personnes handicapées qui vont au-delà de la réglementation existante. Donc sur Strasbourg, les maîtres d'œuvre qui soumissionnent au marché, ils sont, dans leurs documents contractuels, obligés de respecter les règles qui sont inscrites dans cette charte. Je finirai par un petit exemple où je vais tenter une approche inversée. Vous connaissez tous, pour l'avoir un petit peu pratiqué, la bande d'éveil de vigilance. Donc c'est une bande à picot qui se trouve au droit des traversées piétonnes. Une bande destinée à alerter la personne aveugle de la traversée piétonne, donc l'avertir du danger au niveau de la traversée. Ça vous parle tous ouais. Donc c'est qu'on en a assez sur Strasbourg, c'est déjà bien. Et le souci de cette bande d'éveil de vigilance, c'est qu'il faut aussi raisonner sur l'aspect contraste pour les malvoyants. Sur la photo que je présente, nous avons un revêtement béton gris
et une bande d'éveil de vigilance qui était au départ un peu blanche, qui a un petit peu vieilli et qui se retrouve aussi grise. Donc sur cet exemple, l'aspect contraste est totalement gommé. On a travaillé dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Après c'est assez simple, hein, le blanc ça marche pas, on va attaquer le noir. Donc j'ai demandé aux fabricants de développer une solution en bande d'éveil de vigilance noire. Le contraste, c'est une question de comparaison de couleurs, de luminance entre deux éléments. Et quand cette dalle noire a été mise en choix alternatif, on peut avoir des personnes qui détournent un petit peu ces choix. Et lorsque le revêtement est assez sombre, on va prendre cette dalle noire pour la mettre en place, mais pour un choix esthétique. Donc finalement, ce qu'on avait avant, le blanc sur le fond, ça aurait été bien, mais là, on se met du noir sur du gris foncé, et finalement, on annule tout ce qu'on avait réfléchi en amont. Je vous parle de cas spécifiques. Donc là, on se dit, on est en extérieur. L'extérieur, c'est pas l'intérieur. Hein. Il fait jour, il fait nuit, il pleut, il neige, les matériaux vieillissent, et cette notion de contraste reste aussi un peu subjective. On a continué à travailler sur le sujet, en se disant, comment on peut améliorer un petit peu le dispositif. Alors, je vais vous montrer un petit peu cette grille. Alors là, vous faites travailler vos yeux et vous essayez de trouver le chiffre supérieur à 70 sur deux couleurs. Donc c'est une grille différentes couleurs sur laquelle on met le chiffre de la couleur qu'on compte mettre sur une couleur qui serait la couleur de l'environnement. Donc c'est une grille un peu prévue pour plus le bâtiment. Et je m'en sers pour démontrer un peu mon propos. Et finalement, sur cette base-là, on se dit que il ne faut pas commencer trop à jouer sur les couleurs. Hein. On voit, si on commence à avoir du jaune, le blanc sur le jaune, ça ne va pas trop le faire. On est allé plus loin au niveau de la CTS. Il y a une norme, on a fait des essais, on a posé des matériaux au niveau de notre dépôt voirie et on a fait les essais selon la norme. Et finalement, à la fin, on est tombé sur quelque chose. Comment dire? C'est assez simple. Le blanc sur noir ou le noir sur blanc, ça marche bien. Le reste, on commence à... Voilà. On n'avait pas besoin de faire toutes les mesures. Voilà, c'était un petit peu intuitif, mais au moins, on se l'est confirmé par nos exemples. Sur cette base-là, on s'est dit, comment on peut améliorer son contraste et être sûr d'avoir du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, selon ce que je vous ai dit avant. On a créé le dispositif, alors toujours donné un nom, j'ai toujours donné un nom, mais le dispositif, on l'a appelé le paillasson. On va accentuer, lorsqu'on a des pavés de couleur intermédiaire, gris foncé, on va accentuer le contraste du blanc en entourant la bande d'éveil de vigilance blanche par du pavé noir. C'est tout bête, mais bon, il faut le faire, il faut y penser, et il faut aussi le faire accepter esthétiquement par des architectes qui ont le souci esthétique plutôt que fonctionnel. Voilà. Alors, dans les solutions que je développe ou qu'on a développées un petit peu en interne, je me dis toujours, si j'inverse l'angle d'attaque, et là, je vais vous proposer d'inverser un petit peu cet angle d'attaque avec cet outil dont nous sommes tous dépendants. Donc je présente un smartphone, et en fin de compte, il nous arrive tous, enfin au moins beaucoup d'entre nous, de cheminer en tant que piéton en regardant notre smartphone et être un petit peu déconnecté de l'environnement urbain. Alors, ça s'appelle un zombie. C'est un zombie qui utilise un smartphone. Et je me dis, alors, en inversant la chose, c'est que finalement, là, quand nous sommes des zombies, nous sommes vraiment en situation de handicap. Donc finalement, on va se mettre au niveau d'une personne aveugle et bénéficier du dispositif qui était réfléchi initialement pour une personne aveugle et qui finalement risque de sauver des vies aux zombies qui ne font pas gaffe au niveau des traversées piétonnes. Voilà, je voulais inverser un petit peu cette approche et pour vous montrer que les dispositifs qui sont prévus, soi-disant pour les personnes handicapées, servent pour toutes les personnes valides.
l'accessibilité au transport, tous les dispositifs. Et quand on aura attaqué un petit peu sous cet angle-là, on se rendra compte, dans les aménagements neufs, que ça ne coûte pas plus cher. Et il faut le faire tout de suite et pas le louper. Voilà, je voulais juste finir par ça. Merci. Oui, merci beaucoup, Marc-Gilles, pour ce bel exposé. Donc, il y a vraiment un ensemble de maillons d'une chaîne qu'il faut rendre accessible de manière continue, sinon il n'y a pas accessibilité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est ce qu'on appelle le confort d'usage ou la qualité d'usage. C'est-à-dire que ce qui est fait pour les personnes handicapées et qu'on nomme finalement accessibilité, c'est quelque chose qui va augmenter la qualité d'usage de l'ensemble des bénéficiaires. Donc si là, tu aménages la voirie comme tu l'as dit, effectivement, on le fait dans le sens de l'accessibilité, mais globalement parlant, ça vient participer à une meilleure qualité d'usage ou un meilleur confort d'usage de l'ensemble des bénéficiaires. Je peux juste rebondir sur ton dernier propos. C'est qu'en fin de compte, on va revenir sur l'aspect économique. Puisque M. Mercier en parlait. L'accessibilité d'un tramway à plancher bas intégral joue énormément sur la vitesse commerciale d'un tramway. Vous entrez de plein pied, vous rentrez rapidement et vous ressortez rapidement, nous tous. La CTS, à la fin, gagne du temps au niveau de l'exploitation. Et le temps pour la CTS, c'est du matériel roulant moins en ligne, moins de chauffeurs de tramway. Et il y a un aspect économique. Alors finalement, on peut attaquer sur la partie A, on a fait quelque chose d'accessible, mais derrière, ça vaut le coup de le faire au niveau de l'investissement et vite récupérer, ça, sans problème. Une étude qui avait été faite sur le métro de Londres, où effectivement, quand il avait été accessible, ça avait pu augmenter la fréquence de passage de rames, et ça avait du coup augmenté le nombre de passagers qui pouvaient être transportés par jour. Ouais. Il y aura juste une remarque ou une question. Merci. Est-ce que vous prévoyez ou est-ce que c'est prévu pour le futur d'intégrer différents usagers avec différents types d'handicap en amont de l'aménagement urbain? Parce que c'est important, donc d'être dans la conception et n'est pas seulement les personnes avec handicap, les mamans avec une poussette, les personnes âgées. Il y a tout un tas de catégories qui ont vraiment du mal à se déplacer aujourd'hui à Strasbourg. N'est pas seulement dans les transports publics, mais comme vous l'avez dit aussi sur les trottoirs, puisque aujourd'hui la politique de Strasbourg, c'est de construire des trottoirs cyclables. Les trottoirs sur lesquels on peut rouler à vélo et en trottinette. Je trouve ça aberrant. Déjà ça, je trouve ça aberrant que les politiciens se permettent de justifier cela comme une manœuvre écologique, alors que, bien évidemment, c'est même évident que ce n'est pas possible de mettre en danger les piétons, mais pas seulement les personnes avec handicap, mais tous les autres, les enfants, en les faisant marcher avec les vélos qui passent à côté, c'est vraiment ahurissant. Donc, qu'est-ce qui est prévu en amont de l'aménagement urbain? Je vais vous répondre. En amont, tous les projets qui sortent de ma direction sont regardés avec un œil d'un correspondant handicap. Donc on en a 4 ou 5 dans ma direction. Les projets font l'objet d'une validation visa handicap sur cet aspect-là. Deuxième point, ce que vous soulignez par rapport au vélo, au trottoir mixte, vélo sur trottoir, il faut bien savoir de quoi on parle. Le trottoir mixte n'existe pas en France. La réglementation interdit de circuler sur les trottoirs au-delà d'un âge de 8 ans. Ce que nous réalisons à Strasbourg, c'est que vous avez des pistes cyclables au niveau des trottoirs, mais qui sont bien séparées par un produit en plus que j'ai mis au point. Donc on ne parle pas, vous parlez alors d'autre chose.
séparés justement par ces dalles Ouais. qui, soi-disant, sont aussi utilisées pour signaler aux personnes non-voyantes. Voilà, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Je trouve et j'estime, parce que ça se fait dans tout plein d'autres pays d'Europe, donc inspirons-nous de ce qui s'est fait en Europe. Ne faisons pas quelque chose qui va mettre en danger les citoyens, puisque l'ingénierie des pistes cyclables aux Pays-Bas, mais même dans certains autres pays d'Europe, est très claire. Les véhicules roulent sur la route, à côté des voitures, bien signalées, protégées des voitures, mais pas sur les trottoirs. Alors, donc, s'il vous plaît, ne poursuivez pas cette politique. On peut rentrer dans le vous débat. mettez en danger les citoyens. Jusqu'à présent, nous avions considéré que sur notre collectivité, que lorsqu'il y a un choc cycliste-véhicule, le cycliste est mort. Enfin, je caricature. Les petits chocs entre vélos et piétons n'occasionnent pas autant de dégâts, on va dire, corporels. Vous avez des statistiques sur Strasbourg, moi je n'ai pas de mort vélo. Oui, mais après, je discute pas. Ça veut dire que s'il y a eu ce type d'accident, c'est que les gens n'étaient pas sur leur espace dédié. Voilà, voilà. Ouais. En tout cas, voilà, là on est sur une question qui est aussi très intéressante, mais qui dépasse pour moi le cadre de l'accessibilité. Pour moi, on est sur la question du partage de l'espace public.